Salam alaikum Azul, bonsoir. Lorsque le médecin se penche sur un patient, il commence toujours par l'interrogatoire, puis par l'observation, en examinant de façon méthodique les indices les plus signifiants. La palpation, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la température, le test du réflexe. Il en est ainsi de la société. Si nous devions tenter de comprendre ce qui l'affecte, si sa santé est en péril, nous devrions commencer par être à l'écoute de ce qu'elle nous dit, de ce qu'elle nous hurle, de prendre son pouls, de mesurer sa tension, sa température, de voir comment elle réagit aux stimuli qui la secouent. Venez alors, venez. Mettons-nous à son chevet et déjà, pour le moins que nous puissions constater et qui saute aux yeux, et qu'elle est très, très agitée. Et pour cause, elle est appelée à voter, à choisir ses représentants, ce qui devrait être une bonne nouvelle en soi, ce qui devrait réjouir tous ses membres, n'est-ce pas, lui prodiguer une perfusion salutaire, l'irriguer d'un sang neuf, la purger de ses mauvaises humeurs. Or, curieusement, il n'en est rien. Nous constatons même le contraire, puisqu'elle est traversée de spasmes, de convulsions. La très forte température qui l'affecte laisse penser à une sévère infection. Elle semble avoir été gravement, mais alors gravement contaminée. Et à défaut d'antibiotiques adéquats, comme si elle avait développé une résistance aux antibiotiques, elle s'est mise à produire une surabondance d'anticorps. Son système immunitaire est en train de sécréter une armée de boycotteurs qui s'attaquent avec une grande vigueur aux microbes qui l'infectent et qui tentent de parasiter toutes ces cellules. Ces anticorps salutaires, les leucocytes, semblent avoir réussi à pénétrer les carapaces des agents pathogènes et ont commencé à les neutraliser de façon radicale. En éradiquant, excusez pour la répétition, en éradiquant systématiquement tous les panneaux électoraux et en isolant les mêmes agents infectieux de façon à les désigner pour le reste du corps social comme des microbes particulièrement dangereux qu'il faut réduire avant même qu'ils n'infectent tout le corps social. C'est bien pour cela que la fièvre est en train de monter. La salutaire fièvre populaire qui constitue désormais le terreau propice pour lutter contre l'infection. De leur côté, les agents pathogènes, bactéries et virus font tout pour résister aux anticorps et rompre le système immunitaire. Ils tentent de violer les barrières de toutes les cellules saines, de toutes les institutions saines, pour les phagocyter et les détruire et les altérer. Ils usent de tous les stratagèmes pour tromper la vigilance des protecteurs naturels. Ils vont jusqu'à leur faire croire qu'ils sont eux-mêmes des agents de défense de l'organisme social, vulgairement appelé le peuple. Ils lui font croire qu'ils veulent son bien, qu'ils se battent pour lui, et que s'il cherche à entrer dans ces citadelles institutionnelles, c'est pour le défendre. Et aider de petits agents pathogènes secondaires, les baltagites, ils tentent de faire croire à tout le système immunitaire qu'ils ne sont ni des microbes ni des virus. Et plus que cela, ils forment autour d'eux
des enveloppes menteuses, des avatars, des ectoplasmes trompeurs, qui prennent la forme seulement, rassurez-vous, vide de toute substance, d'entités bienfaisantes. Et c'est ainsi que pour inciter les hésitants à aller voter, ont été convoqués pêle-mêle les grands leaders, les grands révolutionnaires, les chouhadas, la religion, les grands principes, la main étrangère, le sionisme, l'impérialisme, l'OTAN, BHL et la baraka de Thiers. Nous en sommes là. La fièvre salutaire d'un côté, une infection purulente de l'autre, des anticorps qui vibrent d'espoir, des agents pathogènes qui tentent de percer le mur immunitaire, et un corps social saisi de convulsions. Pourrons-nous nous passer de traitements antibiotiques? Aujourd'hui. TV5 Monde. L'Algérie entre lentement en campagne pour les législatives. Par Amel Belalouf. Jeune Afrique. Algérie. La campagne des législatives débute timidement à Alger. Par la rédaction. El Watan. Campagne électorale. La bataille de Facebook. Par SR. Législatives, fonds de commerce et bas-fonds électoraux. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Hassan Hairiche, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Merci Hassan d'être des nôtres. Bonsoir Jamal, merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent. Et vous venez de rentrer du bled où vous êtes payé une belle tranche de vacances. Vous m'en parliez un instant. Un constat très mitigé. Tout aussi heureux de vous y être rendu, tout aussi déçu par certains aspects de la vie de tous les jours que vous y avez constaté, malheureusement. Oui, un pays magnifique, très beau soleil, verdure un peu partout dans le nord de l'Algérie, mais en même temps un pays meurtri, une société inquiète, un délabrement total, des ordures qui jonchent le sol un peu partout, des gens qui fument dans des endroits de promiscuité. À l'aéroport d'Alger, par exemple, où c'est interdit, c'est affiché partout que c'est interdit de fumer. Et je voyais des agents de police se fumer. Ils ne prennent même plus la peine. Ils ne prennent même plus la peine de se cacher comme au début. C'est un délabrement généralisé, voilà, malheureusement. Et les gens sont inquiets. Oui. Alors, nous aurons Sofiane Gilali qui sera avec nous en Skype au téléphone. Nous allons voir depuis Alger. Et Saïd Khlil. Alors, Sofiane Gilali qui est président de Gil Jadid. Et Saïd Khlil, ex-premier secrétaire du FFS, qui sera avec nous au téléphone. Hassan Hairiche. Donc, ça y est, la campagne électorale s'est ébranlée. Ça a commencé. Alors, deux choses. D'abord, le boycott semble... c'est quelque chose de tout à fait nouveau en Algérie. Hein. On n'avait jamais observé ceci à une telle ampleur. C'est-à-dire les panneaux électoraux, par exemple, sont en train d'être attaqués partout en Algérie, d'être mis bas, où certains mettent des tags dessus, voire même des dessins un peu obscènes sur les bords. Donc il y a ça déjà. De l'autre côté, il y a les participationnistes, les partis et les indépendants qui y participent, sont en train tous, en même temps, comme si c'était consulté, d'user de fonds de commerce à un point vraiment abusif, qui utilise des leaders historiques, les chouhadas, les anciens moujahidines, le peuple. Est-ce que vous avez remarqué ça quand vous étiez là-bas? Oui, c'est tout à fait frappant. Je pense que le là a été donné par le FLN. À partir du moment où, au vu et au su de tout le monde, il y a eu des bagarres dans les kasmat. Oui. Il y a eu des bagarres dans pour les positions de liste. Absolument. Et donc, à partir de là, le peuple algérien n'est pas dupe.
Il se dit, tiens, s'il y a des bagarres à ce point-là, c'est qu'on ne défend pas des idées, c'est qu'on défend des places, c'est qu'il y a quelque chose à prendre, parce qu'on ne peut pas comprendre, et on ne peut pas faire comprendre aux Algériens qu'il s'agit là d'élaborer un processus qui permette à l'Algérie de s'en sortir, à la société de respirer, qui permette une élection avec des programmes, rien de tout cela. La crise économique, les gens maintenant ont peur. Moi, je les ai vus, ils ont peur. Ils approchent les étals de marchandises, des fruits et légumes. Tout est inaccessible pour les petites bourses, y compris pour les moyennes bourses. Maintenant, même la classe moyenne commence à être marginalisée, exclue, à descendre vers la classe la plus pauvre. Et les gens se disent, mais c'est pas possible, il y a un problème, il n'y a pas de vision. Or, toute cette agitation-là, toute action sans vision est vouée non seulement à l'échec, mais aussi c'est voué à faire peur. C'est à faire peur à la population qui, aujourd'hui, n'est ni rassurée par les candidats, ni rassurée par le pouvoir, ni rassurée par la conjoncture mondiale, parce qu'ils écoutent aussi ce qui se passe dans le monde, le Moyen-Orient, la France, les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation globale où les choses se règlent malheureusement à la petite semaine, et donc il n'y a aucune vision possible et les gens sont inquiets. Nous allons voir quelques images de ces partis qui utilisent chacun son propre fonds de commerce. Là, c'est à Paris, hein. C'est à Paris, le FLN. مناضلين وهذا الحزب حزب الشهداء حزب اللي حرر الجزائر والحزب اللي قدم للجزائر وقدم للجالية الجزائرية ولهذا إن شاء الله سنكون في الموعد بإذن الله. Saïd Khalil est avec nous au téléphone. Saïd Khalil, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et bonsoir pour les amis qui sont sur le plateau, Hassan, Jabal, Sofiane par téléphone. Et je salue mes compatriotes, les téléspectateurs qui nous suivent sur Maghribia, au moins une tribune qui nous permet de nous exprimer. Merci encore une fois. Nous essaierons de contribuer un tant soit peu à éclairer nos compatriotes sur cette situation, ma foi, des plus, comment dirais-je, inimaginables. Merci Saïd Khalil. Alors, cet usage immodéré, pour le moins, des participationnistes, de grandes figures, soit de leur parti, des grandes figures de la Révolution, du peuple, des chouhadas, c'est vraiment fonds de commerce à fond la caisse. Ouais, j'ai suivi avec intérêt ton approche clinique, Jabal. Vraiment, je me demande si tu as fait un cours d'immuno, là, parce que moi je suis biologiste. Donc, en fait, comme tout ce qui est vivant, c'est vrai, il y a cette dialectique de ce combat dans le, donc, comme
Alors, bon, cet usage immodéré du symbolique, j'allais dire, mais au fait, moi, j'ai écouté comme ça, par curiosité, quelques interventions, par exemple, sur notre radio locale ici à Tizi. Ce qui frappe, c'est l'indigence du discours. J'ai entendu un candidat indépendant se revendiquer des 80% des boycotteurs. Vous imaginez? Donc l'autre qui lui réplique, qui se revendique du programme, encore ce programme du président après 4 mandats. Donc à partir de là, je crois que au vu de cette indigence et tout ça, alors on fait avec ce qu'il y a, quoi, c'est-à-dire ressasser ces symboles-là. Donc le FLN qui s'octroie, qui s'approprie tous nos martyrs comme si nous on était des collabos ou je sais pas quoi. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi, d'impasse, voilà. Mais donc, effectivement, c'est déprimant, c'est très déprimant, c'est déprimant. Saïd Khalil, est-ce que ce n'est pas du... Vraiment, hein, je ne m'autorise aucun détour, je parle comme je pense. Est-ce que ce n'est pas du mépris pour les gens qu'on convoque Hussein Ait Ahmed, qu'on convoque les Chouhada, qu'on convoque les révolutionnaires, les plus grands révolutionnaires, qu'on convoque le peuple algérien, qu'on convoque, pour le MSP par exemple, qu'on convoque Nahnah. Ça veut dire qu'on a déterré tous les gens, quasiment, qu'un Roul par exemple dit quand il est parti à Tiaret, j'ai choisi Tiaret pour sa baraka. Le patron du FLN France qui organise une gasbathèque dans les rues de Paris. Mais c'est hallucinant. Ça veut dire, moi, personnellement, je n'arrive plus à suivre. Oui, effectivement, en fait, on est dans une espèce de rupture. C'est des logiques qui s'ignorent complètement parce que la logique du citoyen lambda, confronté à la cherté de la vie, confronté au labyrinthe bureaucratique, s'il a un problème de justice ou autre. Et puis, bon, ce beau monde-là qui aspire à un mandat de député, à une vie dorée, tout ça. Donc, après, on est aveuglé, quoi. J'allais dire, le but justifie, la fin justifie les moyens. Et puis, donc, au fait, peu importe, il s'agit de, comment dirais-je, de se débarrasser de la corvée, quoi. Bon, si certains ont une certaine conscience ou une certaine encore notion critique, bon, ils doivent, comment dirais-je, faire violence à eux-mêmes. Sinon, pour le reste, c'est comme une espèce d'engrenage qui est complètement déphasé ou disjoncté des réalités de la société, du vécu de la société. Bon, il s'agit au fait de se débarrasser de cette campagne vite. Ils savent bien quand même qu'il y a un rejet. Ils reconnaissent même certains candidats lorsqu'ils interpellent les citoyens qui leur disent bon, qu'est-ce que vous donnez, quoi, ou qui les tournent en dérision. Et là, donc, il s'agit de se débarrasser de cette campagne, de cette corvée vite, et plutôt c'est fait, et ensuite aller s'installer à Zirut Youssef, dans le statut de privilégié. Et puis voilà, en fait, les citoyens ont compris qu'ils n'ont rien à attendre de ces candidats. Merci avec nous, Saïd Khalil. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous en Skype. Bonsoir à vous et à tous vos invités, Seherch et M. Khalil en particulier. Merci beaucoup. Sofiane Djilali, alors, il n'y a plus de limite, hein, il n'y a plus de butée. Ça veut dire que c'est quartier libre, tout le monde fait ce qu'il veut. Par exemple, Ould Abbas va à Batna. Il va à Batna, devant un parterre de militants du FLN. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, c'est simple.
s'il y a un vote conséquent, moi je m'engage à lever le gel des projets qui ont été gelés, qui ont été bloqués. Il le dit comme ça, hein, le droit dans les yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a été applaudi. Zahia Ben Aros, elle, depuis son strapontin, elle dit c'est très simple, ceux qui ne votent pas ne sont pas des nationalistes. Roul va à Tiaret, il dit je suis venu à Tiaret, il le dit publiquement, hein, ça veut dire, c'est pas qu'il le dise en aparté. Je suis venu à Tiaret pour sa baraka. Sofiane Djilali, on va où comme ça? Eh bien, petit à petit, on va aller à la fin d'un régime qui est complètement enfiévré, comme vous l'avez si bien expliqué tout à l'heure, et qui vit des soubresauts de fin de vie. Je pense que c'est une nomenclatura qui s'est complètement coupée de la société, qui n'a plus conscience des problèmes des gens, des petits gens qui vivent la vie quotidienne. Et ils se parlent à eux-mêmes, ils sont dans une bulle, dans un univers. Mais en même temps, ils se sentent très menacés. Je pense que beaucoup de BRQ qui doivent remonter en disant que les gens sont décidés à ne pas se laisser faire cette fois-ci, qu'ils ne voteront pas. Ils sentent bien que la rue gronde petit à petit. Et c'est pour cela qu'ils sont dans une situation un peu, presque, je dirais, hystérisée. Ils essayent de couvrir avec des actions, par la parole, par les gestes, ils essayent de couvrir un petit peu cette réalité terrible, comme aurait dit Feu Ait Ahmed, puisque tout le monde utilise maintenant ceux qui ont décédé ou disparu de cette terre. Il disait ce sont des images surréalistes. Nous sommes en plein surréalisme. Il n'y a plus de contact avec le réel. Oui, mais Sofiane Djilali, les gens qui utilisent ce genre de méthode très éculée, par ailleurs, ils ne sont pas bêtes. Hein. C'est généralement des gens qui ont fait des études supérieures, qui ont un cursus assez bien étoffé. Ça veut dire que, personnellement, je m'explique ce genre de sortie, non pas par leur manque d'intelligence, non pas par leur manque de discernement, mais par le mépris qu'ils portent à ceux à qui ils s'adressent. Ça veut dire pour user de tels arguments, il faut vraiment mépriser l'interlocuteur, celui qui vous écoute. Oui, très probablement, ils se prennent pour de grands monsieur et le reste de la population comme étant inapte à comprendre ce qui se passe. C'est une très grave déviation ou dévoiement, je dirais, parce que ce sont des gens qui sont arrivés à partir du néant. Prenez beaucoup d'exemples, c'est pas la peine de les nommer. Ils étaient vraiment au creux de la vague lorsqu'ils ont été pêchés par le système et qu'ils se sont fait utiliser. Et en retour, ils ont été remerciés. Et ils pensent que c'est leur intelligence. En fait, tout simplement, c'est leur docilité, leur servilité qui leur a permis d'arriver là où ils sont. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a pas de compréhension du réel, ils sont dans leur propre bulle jusqu'au jour où tout ça va exploser et là, ils vont peut-être atterrir de nouveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent, ces gens dont vous parlez, qu'il faut peut-être penser à rendre le vote obligatoire, qu'il faut contraindre les gens à voter par la force. Hassan Hirsch, justement, à propos de cette lame de fond qui est en train de monter, qui est en train de cette société qui passe de l'abstention habituelle, cette abstention due à la résignation, à l'indifférence, à la lassitude, qui est en train de se transformer en boycott actif, en boycott militant qui va sur le terrain. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comme c'est intense, comme c'est combatif. Avant que vous ne me répondiez, nous allons regarder quelques images.
les ai arrêtés parce que c'est en train de se répéter. Mais je n'ai pas aimé un panneau que j'ai vu, un slogan, le jour du 4 mai, « Shedd martek fi darak », garde ta femme. Là, j'ai vraiment pas aimé. J'ai aimé tout le reste, Oui. mais là, franchement. Mais sinon, donc ce boycott m'entend. Il y a plusieurs choses. D'abord, avoir ces images, et moi j'en ai vu d'autres, puisque je reviens de là-bas. C'est un paysage sinistre, un paysage électoral sinistre. Effectivement, on se retrouve devant des panneaux qui ont soit été arrachés, soit effectivement les feuilles qui ont été, les affiches qui ont été placardées, qui ont été, comment on appelle ça, qui ont été déchirées, etc. Moi, je pense tout simplement que c'est une stratégie implicite du peuple algérien pour résister. Parce que tout simplement, on se retrouve quelque part, surtout en invoquant les chouhada, en ramenant des troupes folkloriques, etc. Ça me rappelle la période coloniale. Oui. Ça se passait exactement comme ça. Dès qu'il y avait Donc que les bonbons, quand j'étais au petit yaourt des indigènes. Aux indigènes. Et puis on ramenait une troupe folklorique. Oui, exactement. Voilà. Zorna, on amuse le peuple. Oui, On n'est pas là pour proposer oui. un avenir, pour proposer un projet, pour proposer un changement, pour proposer une rupture, pour proposer une valorisation, etc. On est là pour amuser la galerie, M. Benchenouf. Voilà. Et donc les Algériens ont compris. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant la colonisation? C'était la résistance, d'une façon ou d'une autre, par la non-participation, par le refus d'être manipulé, par le refus d'assister à quelque chose qui est joué d'avance. Parce que les Algériens savent ce que c'est que l'APN, l'Assemblée populaire nationale. Elle n'a rien de populaire, elle n'a rien de national, elle n'a rien d'assemblée. Parce que tout simplement, on a l'habitude, que ce soit avec le présidentiel, que ce soit avec les autres élections, on a l'habitude de voir majoritairement des candidats désignés par le système, désignés par les cabinets noirs, désignés par les décideurs qui sont dans l'ombre et qui nous proposent de voter pour eux. Qu'on vote ou qu'on ne vote pas, de toute façon, ils gagnent. Comme dit le proverbe populaire, l'ab hamida sham hamida. Donc les Algériens se disent que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Je vote, ils seront élus, je ne vote pas, ils seront élus. De toute façon, les résultats sont connus. Le REN de l'FLN seront à eux seuls la majorité absolue. Agglomérés autour d'eux, il y aura des formations vassales, satellitaires, satellites, oui, les indépendants de la maison, et généraux, ministres, etc. Oui. Et il y aura à peu près 10 à 12% pour soi-disant la vraie opposition qui, dont le rôle consistera à faire le cirque, faire comme si elle s'opposait, faire du raffut dans les travées, faire le coup de poing, le coup de feu, c'est tout. Oui, ce qui était évident donc, aux yeux de tout le monde, c'est cette folklorisation, c'est ça. Faire du folklore avec du politique. Voilà. Maintenant, quant à la question que vous posiez il y a un instant, à savoir l'utilisation des grandes figures de l'histoire, comme Hossein Ait Ahmed, qui n'est pas d'ailleurs utilisé que par le FFS. Hein. Oui. Il faut savoir que même les gens du pouvoir utilise cette figure emblématique de Hossein Ait Ahmed après l'avoir bâillonné pendant des décennies et des décennies et que maintenant on va invoquer son parcours de combattant, etc. pour appeler les gens à voter, bon, à faire semblant ils savent que la personnalité est aimée, elle est emblématique. Alors ils tiennent les gens avec ça, ils les utilisent. Absolument. Je ne jette pas la pierre à certains candidats sérieux, sincères, qui ont un parcours que tout le monde connaît. Mais c'est une poignée. Ils existent. Il ne faut pas non plus... Mais c'est une poignée qui accepte de jouer un rôle. Demain, qu'est-ce que vous voulez faire avec 10% dans un Parlement qui est acquis au pouvoir, si ce n'est le cautionner par votre propre présence? Parce que justement, les gens vont dire, comme vous dites, c'est des gens honnêtes, c'est des gens intègres, c'est d'anciens
combattants, c'est d'anciens militants, et donc là, ils vont servir de caution, tout simplement. Le drame de notre pays, c'est qu'il y ait cette poignée-là, ou que cette poignée-là ne soit pas là. Le régime, de toute façon, on sait qu'il n'est pas légitime, on sait effectivement, et le mot vous l'avez dit vous-même, qu'il a beaucoup de mépris envers son peuple, donc de toute façon, il fonctionnera. À la limite, évidemment, chacun son opinion, à la limite, cette petite poignée-là, s'ils peuvent dire quelque chose, s'ils peuvent écrire quelque chose, s'ils peuvent nous dire, voilà, à la PN, voilà comment ça se passe, écrire un livre blanc, etc., sur le fonctionnement, pourquoi pas. Mais de toute façon, le régime est tellement méprisant, tellement arrogant, qu'il y ait des opposants ou pas, il va fonctionner, comme vous avez dit il y a un instant, avec une majorité acquise d'avance et une majorité qui est évidemment celle qui fidèle au régime, qui fait ce qu'on lui dit de faire. Ce système qui est broyeur des libertés. Saïd Khalil, avant que je vous pose une question que je vous réservais, et vous qui connaissez bien le FFS, est-il vrai que le FFS n'est pas représenté cette fois-ci à Ghardaya? C'est ce que j'ai lu dans la presse, mais au fait, le FFS que j'ai connu est bien différent de l'actuel, soit dit en passant. Mais c'est possible. Enfin, comme vous, peut-être, c'est ce que j'ai lu dans la presse, que on a en fait éliminé la liste du FFS à Ghardaya. Et pourquoi, selon vous Peut-être, ça doit rappeler. Ils ont peur de quelques vérités. Il ne faut pas oublier que Kamaldeen, encore une fois, Kamaldeen, on vient de lancer une pétition, un appel qui est apparu aussi dans la presse, notamment le Watan et tout ça. Donc il ne faut pas oublier que Kamaldeen, c'était un cadre, un dirigeant brillant du FFS. Il a fait un passage du FFS très remarqué. Donc je pense qu'ils ont peur d'émergence d'autres Kamaldeen, ce qui fait pas de FFS, parce qu'il ne faut pas oublier, quelle que soit votre couleur politique à Ghardaya, vous restez quand même, lorsque moi j'ai visité la structure FFS à Ghardaya, il y a 10 ans, je ne sais pas, je peux vous assurer qu'elle n'a rien, qu'elle ne partage rien avec le reste du pays, par son organisation, par sa rigueur, par, comment dirais-je, sa discipline et tout ça, et ils ont peur de Mozambique organisé politiquement. Donc, pas de liste FFS. C'est ma lecture, Jamal. Oui, mais le FFS, dans ce cas, aurait obtempéré. On lui aurait dit non, vous n'allez pas à Ghardaya et il n'y va pas. Non, c'est-à-dire, ils ont été à Ghardaya, mais leur liste a été, rejetée. Vous comprenez? D'accord, ok. Voilà. Alors, la question que je voulais vous poser... Je vous donne ma lecture. Oui. Je vous donne ma lecture, c'est-à-dire ils ne veulent pas de militants Mozambique au FFS ou au RCD, parce que il faut bien distinguer la représentation de Mozambique locale, parce que c'est pas des gens que vous allez soudoyer avec, comment dirais-je, la solde du député ou autre chose, quoi. Donc, ils ne veulent pas d'émergence de cadres politiques Mozambique au sein du FFS ou RCD. Alors, voilà. C'est des élections vraiment très très original. Fraude, trucage, bourrage des urnes et fraude en amont. On laisse passer qui on veut et on ne laisse pas passer qui on veut. Fraude en aval, on donne des quotas à qui on veut. Écoute, maintenant on est acculé, on est face à notre destin. Ça fait maintenant 4 mandats. C'est la première élection législative, c'est 97. Déjà, avec le score du RND, ils ont annoncé la couleur. Bon, on se posait des questions à l'époque avec l'arrêt du processus. On nous a dit qu'on ne veut pas d'une république intégriste, d'un pouvoir, d'une république islamiste qui va enterrer la démocratie, qui va enterrer les libertés. Soit.
Donc, donc vous voulez instaurer la vraie démocratie, rétablir les libertés, faire un pays moderne, État moderne. 20 ans après ou 30 ans après, on voit les résultats. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Voilà. Alors, Saïd Khalil, dites-moi un peu, vous, vieux routier de la politique, du militantisme, comment expliquez-vous cette, comment dirais-je, cette adhésion qui ne se dit pas, cette levée des boucliers d'un peuple qu'on croyait complètement éteint, qui sont en train de s'organiser un peu partout dans le pays. Alors, sans mot d'ordre, sans consigne, sans leader, sans bloc autour desquels ils pourraient se rallier. Et c'est un état d'esprit qui est en train de se faire jour, non seulement sur les réseaux sociaux, là on comprendrait à la limite, mais au niveau de tout le pays, où on s'attaque aux panneaux électoraux, où on est en train de faire un humour absolument décapant. Vous avez vu les panneaux électoraux, qui a accroché une baguette de pain, qui a accroché des sacs poubelles, qui a ramené une caricature. Comment expliquez-vous cette chose, cette magie qui est en train de naître au sein de cette société? Ouais, ben, tout simplement, il ne faut jamais perdre de vue qu'une société, c'est une entité vivante. Et la réalité a toujours débordé les cadres formels qu'on veut lui imposer. Donc, nous avons connu ça, cette forme de résistance sous le régime de Boumedienne ou sous le régime de Chadli. Nous, pratiquement, nous avons vécu notre vie, toute notre vie s'est déroulée en nous attaquant maintenant le troisième âge et nous n'avons connu que ça. Donc à partir de là, la société, comme vous avez fait une approche clinique de la situation politique, il y a effectivement, elle développe une résistance, elle développe des anticorps, comme vous appelez, parce que tout simplement, elle refuse de mourir, elle ne renonce pas, c'est-à-dire la vie déborde, elle ne se laisse pas étouffer, elle ne se laisse pas. Donc ensuite, l'histoire n'est jamais linéaire. Après tout, le 1er novembre a été réalisé après une traversée du désert, après des crises qu'on croyait insurmontables, après un recul lors des élections de Niger, etc. Donc il ne faut pas perdre de vue que quand même il y a un courant qui traverse la société, qu'on est au XXIe siècle avec ces formes de communication moderne et qu'aujourd'hui le village est planétaire et que donc cette société, elle regarde le monde, elle regarde évoluer le monde. Par exemple, les Algériens actuellement suivent la présidentielle française. Ils suivent ça de très près. Je suis sûr que demain, lorsqu'il y aura au deuxième tour, je ne sais pas moi, Macron ou quelqu'un d'autre face à quelqu'un d'autre, il sera suivi. Un audimat qui va faire en Algérie, c'est quelque chose d'inimaginable. Parce qu'on vit carrément par transfert. On veut vivre une démocratie, on veut vivre un débat politique, on veut vivre une animation, une vie politique et une émancipation que nous n'avons pas. Alors, quelque part, nous, par transfert, il y a des gens qui suivent un petit peu donc des élections ailleurs, etc. Alors, mais effectivement, il y a donc de la résistance. Ces jeunes ne veulent pas se laisser complètement étouffer par cette espèce de sclérose morbide, parce que nous n'avons jamais, enfin le fond qui est atteint cette fois-ci, et c'est quasiment j'allais dire, c'est mortel, quoi. C'est mortel. Restez avec nous, Saïd Khalil. Soufiane Gilali, vous qui participez, qui procédez de ce boycott sur le terrain, vous descendez dans la rue, vous rencontrez des gens, vous et d'autres comme vous, de tous les courants, de toutes les mouvances politiques, même s'ils sont ultra minoritaires, il faut le rappeler. Ça veut dire les forces politiques comme la vôtre qui s'engagent sur le terrain restent ultra minoritaires, même si elles font tout pour se manifester ici et là. Dites-nous ce que vous rencontrez comme difficulté et pourquoi on ne vous laisse pas vous mouvoir à votre guise.
Oui, tout d'abord, je tiens à dire qu'on s'était engagé à plusieurs reprises, même chez vous, que nous ne tairons pas, que le moment venu, nous serons à côté des citoyens et que nous expliquerons et que nous inciterons les gens à aller vers le boycott. Donc c'est promesse tenue. Nous sommes sortis maintenant dans 5 ou 6 wilayas différentes. Nous projetons d'aller dans d'autres wilayas. Mais je peux vous dire que le travail, entre guillemets, est plutôt facile. Nous sommes très bien accueillis. Les gens comprennent tout à fait ce qu'on dit et vont aller au boycott sans qu'on ait vraiment besoin de les pousser. C'est pour cela que nous avons même limité un peu les sorties, parce que nous ne voulons pas faire dans la provocation directement, puisque c'est très mal perçu par les autorités. Vous voyez bien que non seulement au niveau local, il y a des blocages, il y a très rapidement un balisage, très rapidement il y a des éléments des services de sécurité qui viennent nous entourer. Sans nous toucher, il faut le dire, mais ils sont là très présents, et ce qui fait éloigner un peu les citoyens. Mais aussi la réaction un peu qui commence à être violente de la part des autorités, puisque le ministre de la Communication s'est permis de faire des circulaires nous excluant des circuits médiatiques avec des menaces. Mais aussi, même hier, le Premier ministre s'est permis une attaque frontale contre nous. Mais j'allais dire, c'est normal, attaque il fallait s'y frontale, attendre. qu'est-ce qu'il a dit au juste? Eh bien, M. Sellel s'est directement attaqué aux boycotteurs en disant et en se plaignant que les boycotteurs voulaient imposer au peuple leur décision et leur vision. Donc c'est nous qui imposons au peuple notre point de vue et non pas M. Sellel et ses comparses. Absolument. Mais au-delà de la discussion sur le boycott, sur l'aspect pratique, et qui est à l'évidence bien avant le scrutin lui-même, et qui est une réussite totale, parce que les citoyens vont exprimer très lourdement ce boycott. Mais au-delà de ça, ce qui est absolument inquiétant, c'est ce divorce qui commence à être dangereux entre la population et même ce qui aurait pu être une pratique démocratique. Parce que nous ne rejetions pas l'élection dans son principe, et je pense que tout le monde a compris, nous refusons des élections trafiquées. Mais malheureusement, j'ai peur que petit à petit, les Algériens commencent à rejeter et l'eau du bain ainsi que le bébé. Sofiane Gilali, une démarche que je ne comprends pas personnellement avec beaucoup d'Algériens. Ce régime, il n'est pas suicidaire. Ce régime, il n'y a aucun doute là-dessus, je le dis maintenant et je mets ma main à couper, va faire en sorte que le RND, le FLN, tout seuls vont être majoritaires absolus. On est d'accord? Il n'y a pas de doute. Alors, ensuite, ce régime ne peut pas ne pas frauder. Il va donc frauder, il n'a pas le choix. Sinon, autant prendre ses valises et partir. On est d'accord aussi? Absolument. Maintenant, la dernière chose, c'est que ce régime a pris l'habitude que des gens s'abstiennent. D'habitude, ils ne boycottaient pas, ils s'abstenaient. Mais à la fin des résultats des courses, qu'est-ce qui se passe? Même avec un très faible taux de participation, comme en 2012, à peu près 20%, eux ont dit 30%, et même 30%, ce n'est pas admissible normalement. Les élections auraient dû être invalidées. Mais même avec ça, donc, ils passent comme une lettre à la poste, et tout le monde, après les élections, se fait une raison, y compris les boycotteurs, y compris les abstentionnistes, et on est reparti pour une autre législature. Est-ce que cette fois-ci, aussi, ça ne veut pas se passer comme ça? Ça veut dire qu'on va tous s'agiter, gesticuler, puis le Parlement va être élu à la fraude, au bourrage, et après, on va se résigner et passer à la suite. Vous avez raison, il y a des choses où il n'y a plus de doute. Le premier élément, c'est que le taux d'abstention va être excessivement élevé, mais beaucoup plus élevé qu'en 2012 par exemple.
mais que malgré cela, ça n'empêchera pas le pouvoir de trafiquer complètement les élections et de s'offrir une majorité comme il le décide. Mais simplement, il y a un changement de l'état d'esprit. Autant les Algériens étaient très résignés et avaient abandonné en fait la scène politique à ceux qui voulaient simplement y aller tel qu'en 2012, mais cette fois-ci, il y a un élément nouveau qui est intervenu, c'est la dégradation très importante du pouvoir d'achat. Il y avait un contrat tacite entre une majorité de la population et le pouvoir. Ce contrat disait en gros, nous le peuple, on a besoin que vous subventionnez tout ce dont on a besoin et vous les dirigeants faites ce que vous voulez là où vous êtes. Mais ce contrat tacite est rompu maintenant puisque le marché est devenu inaccessible, le prix des aliments est devenu extrêmement cher et tout ça avec une perte de pouvoir d'achat, une perte du niveau du dinar, un chômage galopant. Tous ces éléments-là, en plus une précipitation de la dégradation économique. Tout ça fait que c'est un élément nouveau qui va faire que la population ne restera pas aussi docile et aussi résignée. Comme elle l'était les fois précédentes. Et donc là, il faut s'attendre à des réactions qui peuvent être violentes. Restez avec nous, Chien Gilali. Comment il s'appelle déjà? Jamal Ould Abbas. Oui. Ce matin à Bouira. Bon, Kabyle on dit tout verte. Tout verte. À Bouira, il a dit nous, on n'a pas besoin de campagne électorale. Comme ça, hein. Il a dit comme ça, publiquement. Pour une fois que c'est vrai. Oh, oui. Nous, on aura la majorité qu'on veut. Il a dit comme ça, publiquement. D'accord. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire, maintenant, ils ont dépassé tous les niveaux d'arrogance possibles et imaginables. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de frein. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils sont trop pleins de suffisance, trop pleins de certitude. Il y a tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Parce que d'abord, ils sont assurés que de toute façon, quelle que soit la nature de la fraude, quelle que soit la nature de l'ampleur de la triche, ils restent impunis. De toute façon, personne ne leur dira, écoutez, vous avez fauté, etc. Les partenaires internationaux, l'Europe, à commencer par la France, les États-Unis, les puissances qui se disent communauté internationale et qui veillent aux droits sur le monde, eh bien, de toute façon, vont féliciter dès le lendemain, ils vont féliciter le gouvernement algérien et ils vont dire que grosso modo, à part quelques incidents mineurs, les élections se seraient passées évidemment de façon normale. Donc ils sont assurés d'un soutien explicite, c'est même pas implicite, explicite des puissances étrangères dont le marché algérien évidemment est attirant, etc. pour elles est significatif. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou non, qu'on vote pour eux ou non, de toute façon, vous l'avez dit tout au départ, c'est le mépris général, ils s'en foutent complètement, c'est le peuple. C'est vraiment, le peuple n'a pas le droit de s'exprimer. Troisième point, nous savons ce que c'est que l'Assemblée populaire nationale. C'est une caisse de résonance. Nous sommes dans un régime présidentiel et derrière même ce régime présidentiel, c'est des cabinets noirs. Le pouvoir algérien est un pouvoir multicéphale. Il y a l'armée, il y a quelques barons du régime. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, il y a deux choses nouvelles de mon point de vue. Il y a d'abord les tenants de l'argent. Oui. Ceux qui ont fait des fortunes avec les deniers publics, avec les marchés publics, etc., qui ont leur mot à dire aujourd'hui. Ils l'ont fait même avec la Shkara. Vous avez vu l'affaire de Jamal Ould Abbas? Ouvertement, son fils a fait de la Shkara, normal, il a été pris la main dans le sac, et avec ça, lui, il dit « J'ai déjoué un complot pour 2019 ». Voilà, de toute façon, moi, je suis l'Himalaya, il nous a dit. Ouais, absolument. Je suis le roc, je suis l'Himalaya. L'Himalaya,
tout simplement que dans son esprit, ça veut dire que le régime est inamovible. Lui, il fait partie de ces symboles du régime, et inamovible, effectivement, que le changement n'est pas pour demain. Donc, de toute façon, l'Assemblée nationale, encore une fois, c'est une caisse de résonance, c'est un alibi. On est dans un système où elle ne sert absolument à rien. On n'a jamais vu des parlementaires proposer un projet sérieux, voté, accepté, budgété, etc. Donc tout vient de l'exécutif et c'est à l'Assemblée d'exécuter. Un dernier tour de micro. Saïd Khlil, donc si demain le Parlement va sortir, bon, c'est qu'il ne va pas sortir à 90% comme d'habitude. 30%, eux, ils sont prêts à accepter un petit 30% avec beaucoup de fraude, beaucoup de bourrage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va encore accepter? Écoute, Jamal, la politique, elle peut être définie de différentes manières, entre autres le rapport de force. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le rapport de force n'est pas en notre faveur, nous, les militants de l'opposition, les partis politiques, avec surtout du fait que la plupart se sont rangés du côté de la participation. C'est quasiment un ralliement sans condition. Après, bon, qu'on se plaigne de l'administration, qu'on se plaigne par-ci par-là des autorités judiciaires qui ont retiré des listes ou de la fraude. Vous l'avez bien dit au départ, c'est-à-dire il y a cette caution, il y a cette qui est apportée. Donc aujourd'hui, en même temps, le régime est d'une faiblesse politique dangereuse, flagrante, parce que c'est faire contre faire. Il n'y a plus de médiation entre la société et ses différents pans, surtout les plus démunis, les plus névralgiques, les plus vulnérables, et l'État, quoi, et tout ça. Et d'autre part, tout ce qui peut représenter la société, la médiation a été, il faut le reconnaître, neutralisé, décimé, éliminé. Merci. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui reste explosive et dangereuse. Bon, ça rappelle quelque part la veille d'octobre 88. Merci, Saïd Khlil. Très vite. Non, quand même, parce que les précédentes élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, l'armée s'est engagée à ce qu'il y ait des élections propres. Or, cette fois-ci, nous n'avons entendu aucun dignitaire de l'armée, ce qui est quand même quelque chose de totalement nouveau et bizarre. Elle est subitement devenue la grande muette. Tout à fait. Sofiane Gilali, il nous reste environ 1 minute. Qu'est-ce que vous entreprenez de mener comme action pour continuer votre action de boycott et d'appel au boycott? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va être encore sur le terrain, on va encore inciter les gens à boycotter, je le dis franchement. Je pense qu'au final, cette élection va avoir un taux de participation d'environ 10%, même s'ils annoncent 40 ou 50. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que le pouvoir est fort, je pense que tout au contraire, le pouvoir actuellement est très fragile, que le rapport de force apparent est en faveur du pouvoir, mais dans le réel, il est en faveur de ceux qui s'y opposent. Et il ne faut absolument pas dire aux Algériens qu'il n'y a rien à faire, que tout va passer comme une lettre à la poste et que tout va continuer comme avant. Au contraire, il faut leur dire il faut résister, il faut parler autour de soi, il faut faire prendre conscience aux gens et il faut dire que ce pouvoir va partir, et plutôt tôt que tard, parce que tous les fondamentaux sont au rouge pour le pouvoir. Mais maintenant, il faut se préparer à la suite. Et c'est là, si vous le permettez, je lance un appel à toute la société civile et à tous les hommes politiques de bonne volonté pour qu'on puisse mutualiser nos efforts, se donner la main pour accéder au minimum à cet état de droit dont nous rêvons tous. Merci, Sofiane Gilali. Merci, Hassan Hersh. Merci, Saïd Khlil. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Khawa la khair, slama.